Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Au sommaire, Héloïse, de votre journal des médias. La plateforme Spotify réagit à la polémique anti-vax qui a fait chuter sa capitalisation boursière. Le New York Times achète un jeu qui a conquis des millions de personnes. Et puis la diffusion sur Canal+ du dernier documentaire tourné par le grand reporter Paul Comiti, disparu il y a 15 jours. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le podium. Large leader TF1 avec le lancement de la saison 2 de Je te promets, 3 390 000 téléspectateurs. C'était 17,1% de part d'audience. En deuxième place, un bon score aussi pour France 3 qui présentait le match PSG-Nice, la 8e de finale de la Coupe de France de foot, a attiré 2 260 000 téléspectateurs. Et puis une déception pour le téléfilm Les Particules élémentaires sur France 2. L'adaptation du roman de Michel Houellebecq a attiré 2 000 téléspectateurs. C'était 10% de part d'audience. Et enfin, un score en baisse pour M6 avec Appel à témoins. Seuls 1 850 000 téléspectateurs étaient devant l'émission. Europe 1 Culture Média. On ouvre ce journal des médias avec une actualité qui concerne Spotify. La plateforme de streaming réagit au scandale anti-vax qui la touche. Et oui, on vous en parlait la semaine dernière. La polémique a commencé avec le chanteur Neil Young qui avait décidé de retirer tous ses titres de Spotify. Il accusait la plateforme de laisser circuler de fausses informations sur le Covid à travers le podcast très populaire de l'américain Joe Rogan. Neil Young avait appelé d'autres artistes à le suivre dans sa démarche. La chanteuse canadienne Joni Mitchell avait également claqué la porte. Et même Harry et Meghan Markle, qui ont signé un contrat estimé à 25 millions de dollars avec la plateforme, ont exprimé leurs inquiétudes sur la situation. Depuis, le hashtag Delete Spotify, comprenez supprimer Spotify, s'est répandu sur les réseaux sociaux et l'entreprise suédoise a perdu la semaine dernière 2 milliards de dollars en valeur boursière. 2 milliards. Et du côté de Spotify, justement, comment réagit-on ? Eh bien, face à ce bad buzz, le géant du streaming a réagi en annonçant des mesures pour lutter contre la désinformation. Parmi ces mesures, tous les podcasts disposeront dans les prochains jours de liens qui redirigeront les auditeurs vers des informations factuelles et scientifiquement sourcées sur la crise sanitaire. Spotify prévoit également de mieux sensibiliser les créateurs de podcasts sur ce qu'il est acceptable de dire ou non. Aucune sanction n'a néanmoins été annoncée en cas de propagation de fake news. Des annonces qui semblent déjà avoir rassuré les actionnaires. Hier, Spotify a rebondi de 11% à Wall Street. On continue dans l'actualité des médias avec un sujet encore tabou pour les femmes, sujet évoqué aujourd'hui dans l'émission de Faustine Bollard sur France 2. Fausse couche, le chagrin tabou, c'est le thème de l'émission de ce midi. Ça commence aujourd'hui. Stéphanie Guérin, la productrice de l'émission, explique pourquoi il était important d'explorer ce sujet. Ce sujet des fausses couches reste quand même quelque chose d'assez tabou dans notre société, même si on est en 2022. C'est quelque chose dont on parle pas. On en connaît toutes, des femmes qui ont vécu une fausse couche. Mais au fond, on ne sait pas tellement ce qu'elles ont vécu physiologiquement déjà, et puis psychologiquement encore moins. En faisant notre enquête, on s'est aperçu que les équipes médicales sont parfois aussi maladroites. Et puis aussi, je vous dis, beaucoup de femmes qui nous demandaient sur nos réseaux sociaux d'aborder cette thématique. Et on a voulu écouter ces femmes et mettre en lumière cette douleur. Selon un rapport publié en 2021 dans la revue The Lancet, 23 millions de fausses couches ont lieu par an dans le monde. Pour explorer ce sujet, Faustine Bollard recevra 3 femmes. Toutes ont des âges et des expériences différentes sur le sujet. Stéphanie Guérin nous en dit un peu plus. On a décidé d'interviewer et de recevoir 3 femmes. Alors il y en a une qui a eu un premier enfant d'une première union et qui se bat pour avoir un deuxième et qui en est à sa 3e fausse couche. Il y a une femme qui s'appelle Laetitia, qui a une quarantaine d'années aussi, qui elle a vécu 13 fausses couches. Et Marie-Christine, qui est plus âgée, qui a 60 ans, elle a connu 11 fausses couches. Après, elle a adopté et puis finalement, elle a réussi à avoir 2 enfants. Et c'est des histoires d'épreuves, de deuil, mais il y a de l'espoir aussi. Il y a beaucoup d'espoir. C'était important pour nous d'avoir des femmes résilientes et qui peuvent donner de l'espoir à toutes celles qui nous écoutent chez elles et qui sont peut-être en train de traverser ça. Cet épisode de Ça commence aujourd'hui est à retrouver tout à l'heure sur France 2 à partir de 13h30. Une passerelle entre la presse écrite et le jeu vidéo. Le New York Times s'offre un jeu en ligne très populaire aux États-Unis. Oui, le quotidien américain a annoncé l'acquisition pour près de 5 millions de dollars de Wordle. Wordle, c'est un jeu de lettres en ligne qui consiste à découvrir un mot de 5 lettres en 6 essais seulement. C'est en fait un peu le même concept que Motus. Mais petite spécificité, seul un mot par jour est mis en ligne par la plateforme. Tout le monde doit deviner ce même mot. Lancé en octobre dernier, ce jeu a captivé des millions de fans en seulement quelques mois. Selon le New York Times, Wordle ne comptait pourtant que 90 utilisateurs en novembre 2021.
Aujourd'hui, le jeu séduit quotidiennement pas moins de 3 millions de personnes. Alors pour la petite histoire, ce jeu avait été créé par le développeur britannique Josh Wardle pour distraire sa compagne pendant le confinement. Cet achat du New York Times s'inscrit dans le cadre de la diversification de ses contenus. En 2021, les produits autres que l'information, comme les jeux, les recettes de cuisine ou encore les musiques sur sa plateforme audio, ont représenté 11% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Le New York Times assure pour le moment que le jeu Wordle restera gratuit et toujours sans publicité pour tous les joueurs. Et on termine ce journal des médias avec la diffusion du dernier reportage de Paul Comiti. Ce grand reporter est décédé, on vous en avait parlé il y a 15 jours. Oui, après son film tourné en juillet dernier sur les derniers moments de Kaboul avant sa chute aux mains des talibans, Paul Comiti était retourné sur place 3 semaines après le changement de régime et la mise en place d'une milice islamique. À Kaboul, le journaliste avait retrouvé la photoreporter française Véronique de Vigry, qui était déjà à ses côtés l'été dernier. Elle nous raconte quel compagnon de travail était Paul Comiti. Il était quelqu'un de très entier. Il laissait personne indifférent. Parfois difficilement gérable tellement il était impliqué dans son film, parfois peut-être un peu à cran, un peu un écorché vif, mais très drôle et j'ai beaucoup appris à ses côtés. C'était quelqu'un qui se donnait entièrement, sans limite, dans son travail. Cette sensibilité du journaliste, Véronique de Vigry s'en rappelle tout particulièrement à travers un épisode lors d'un tournage à Kaboul. On avait rencontré ces fillettes qui avaient été rescapées d'un attentat devant leur école où elles avaient perdu plusieurs de leurs amis. Et à un moment, Paul, j'ai vu, s'est mis à pleurer en fait et il n'arrêtait pas de s'excuser en disant excuse-moi, mais voilà, il était tellement pris par les émotions que voilà, c'était ce genre de personnage à s'écrouler plein d'empathie devant les malheurs que traversaient les autres. Pour leur retour en Afghanistan, Paul Comiti et Véronique de Vigry sont repartis à la recherche des témoins afghans qu'ils avaient rencontrés cet été et qui combattaient les islamistes. Parmi les choses les plus étonnantes du documentaire, les journalistes ont pu suivre des dirigeants talibans dans leur quotidien, y compris dans des moments de détente comme dans des manèges ou des restaurants. Des images qui sont d'autant plus étonnantes que les journalistes n'avaient quasiment pas pu approcher ces hommes lors de leur reportage tourné cet été. Véronique de Vigry nous explique ce soudain changement de comportement des talibans auprès des journalistes occidentaux. Les talibans étaient dans une campagne de séduction, ou en tout cas de communication, pour essayer de passer pour des gens tout à fait fréquentables par l'Occident. Il y avait vraiment ce désir d'être légitimés et d'être vus comme des personnes avec qui on aurait pu imaginer des relations presque normales. Le documentaire nous apporte néanmoins un recul sur cette volonté de normalisation de la part des talibans, notamment lorsqu'il s'agit du droit des femmes particulièrement bafoué par ce régime. Retour à Kaboul sous émirat taliban. Le documentaire est diffusé ce soir à 22h50 sur Canal+. Il sera également disponible sur le site MyCanal. Merci beaucoup Héloïse Goua. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. C'est gratuit. L'inscription sur europe1.fr. À demain Héloïse pour un nouveau journal des médias.